Ce n'est qu'une fille inutile. La voix de ma mère a traversé la salle d'audience comme une lame frappant du verre. Pendant un instant, la salle entière est devenue silencieuse. Le genre de silence qui s'installe quand des inconnus se sentent soudain gênés pour une famille qu'ils ne connaissent même pas. Je n'ai pas dit un mot. Je suis restée plantée là, à la table de la défense, dans le vieux tribunal du comté de Mason, dans l'Ohio. Les mains croisées devant moi, le regard fixe. Le juge a lentement levé les yeux des papiers posés sur son bureau. Mon père a bougé sur son siège à côté de ma mère, les bras croisés, la mâchoire serrée comme s'il avait mâché du gravier. Derrière nous, les gens chuchotaient. J'ai pu entendre une femme murmurer « Seigneur, ayez pitié !» Mais je suis restée silencieuse. Puis, le juge s'est adossé à sa chaise et a regardé l'avocat de mes parents par-dessus ses lunettes. C'est à ce moment-là qu'il a posé la question qui allait tout changer. « Maître, » dit-il lentement, « ne savez-vous vraiment pas qui elle est ?» L'avocat s'est figé. Les visages de mes parents ont pâli. Mais ce moment n'est pas arrivé par hasard. Tout a commencé quelques mois plus tôt, lorsque je suis revenue dans cette ville où j'avais juré de ne jamais remettre les pieds. Je n'étais pas retournée dans le comté de Mason depuis près de 8 ans. Les petites villes ont le don de se souvenir de tout ce qui vous concerne, tout en faisant semblant que rien n'a changé. Le même tribunal en briques se dressait à l'angle de Main et Jefferson. Le même petit restaurant de l'autre côté de la rue arborait toujours une enseigne en néon qui bourdonnait faiblement à la fenêtre. Et les mêmes personnes s'asseyaient aux mêmes banquettes chaque matin, parlant de la météo, de politique et du petit-fils de je ne sais qui venait d'être embauché à la quincaillerie. La seule différence, c'était moi. J'ai garé mon vieux pick-up devant le restaurant ce lundi matin-là, et je suis restée assise un moment, le moteur éteint. C'était au début du mois d'octobre. L'air sentait les feuilles mortes et la fumée de bois. Quelques retraités étaient déjà à l'intérieur du restaurant, sirotant leur café. J'ai reconnu l'un d'eux immédiatement. Monsieur Donnelly. Il tenait le magasin d'alimentation pour animaux quand j'étais enfant. Il devait frôler les 80 ans maintenant. Il a regardé par la fenêtre, a plissé les yeux une seconde, puis a haussé les sourcils. Il m'a reconnu. Les petites villes n'oublient pas les visages. Je suis sortie de la camionnette et je suis entrée. La clochette au-dessus de la porte du restaurant a tinté doucement. Toutes les têtes se sont tournées. C'était comme faire un pas en arrière dans une photographie. La serveuse derrière le comptoir, Marlène, a cligné des yeux 2 fois avant de prononcer mon nom. Emily Carter. J'ai souri poliment. Bonjour Marlène. Ça alors, dit-elle doucement. Je ne pensais pas te revoir par ici un jour. Moi non plus. J'ai pris place au comptoir. Le café est arrivé sans que je le demande. Dans les petites villes, on se souvient de ce que vous aviez l'habitude de boire. Noir. Marlène l'a versé lentement et a étudié mon visage comme si elle le comparait aux souvenirs qu'elle avait rangés quelque part dans son esprit. « Tu es là pour rendre visite à tes parents ?» a-t-elle demandé prudemment. J'ai pris une gorgée de café. Il avait exactement le même goût qu'il y a 10 ans. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. La vérité était plus compliquée. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis près de 5 ans. La dernière conversation que nous avions eue s'était terminée avec mon père, me disant que je gâchais ma vie, et ma mère approuvant ses dires. À l'époque, j'avais fait un sac, j'étais montée dans ma camionnette, et j'étais partie avant le lever du soleil. Pas d'au revoir, pas d'adresse pour faire suivre le courrier, juste le silence. Pendant longtemps, ce silence m'a semblé paisible, jusqu'à ce que je reçoive cet appel. 3 semaines avant mon retour dans le comté de Mason, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'étais alors assise dans mon appartement à Columbus, en train d'examiner des papiers du bureau des anciens combattants. Quand j'ai répondu, une voix douce a dit « Emily, c'est le pasteur Caldwell ». Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Il avait été le pasteur de l'église que ma famille fréquentait pendant mon enfance. « Comment allez-vous, pasteur ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause. Puis, il a soupiré doucement. « Je crains de vous appeler pour vous annoncer une triste nouvelle, Emily. Votre grand-mère est décédée la nuit dernière. » Les mots ont pesé lourd dans l'air.
Grand-mère Ruth avait été la seule personne de ma famille à ne jamais me regarder comme si j'étais une déception. Elle disait souvent: Tu n'es pas obligée de rester là où l'on ne veut pas de toi, ma chérie. J'ai dégluti. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je dit doucement. Il y a autre chose, a ajouté le pasteur. Il m'a expliqué que ma grand-mère avait laissé un testament et que, selon celui-ci, elle m'avait légué sa maison et un petit lopin de terre à la sortie de la ville. J'ai fixé le mur pendant un long moment après la fin de cet appel. La petite ferme de grand-mère, celle avec le pommier dans la cour, le seul endroit du comté de Mason où je m'étais un jour sentie en sécurité. Je ne voulais pas de la terre. Mais je savais une chose. Si mes parents découvraient l'existence de ce testament, il y aurait des problèmes. 2 jours après mon arrivée en ville, les problèmes ont commencé. J'étais assise sur le porche de la maison de ma grand-mère, regardant le vent balayer les champs, lorsqu'une voiture s'est engagée dans l'allée de gravier. La vieille Buick de mon père. Il est sorti le premier. Ma mère a suivi. Aucun d'eux n'a fait de signe de la main. Ils ont monté les marches du porche lentement, comme s'ils s'approchèrent d'une inconnue. Mon père a regardé la cour en fronçant les sourcils. « Alors » a-t-il finalement lâché. « Tu es revenu pour l'argent. » J'ai gardé une voix calme. Ce n'est pas une question d'argent. Ma mère a secoué la tête amèrement. Tu disparais pendant des années, et à la minute où il est question de biens immobiliers, tu réapparais. Je me suis levée de la chaise du porche. Je suis venue parce que grand-mère me l'a demandé. C'est drôle, a répliqué mon père, parce que c'est nous qui nous occupions d'elle. La dispute a duré moins de 5 minutes. Mon père y a mis fin avec une phrase que je n'oublierai jamais. S'il te restait un minimum de décence, tu nous céderais cette maison. Je n'ai pas répondu. Je les ai simplement regardés retourner à leur voiture. 3 jours plus tard, un adjoint du shérif a frappé à la porte de la ferme et m'a tendu une épaisse enveloppe. À l'intérieur, des documents judiciaires. Mes parents contestèrent le testament. Et tout d'un coup, cette famille que j'avais passé des années à fuir m'entraînait dans un tribunal. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le silence peut porter bien plus de vérité que les cris ne le feront jamais. Et j'avais gardé le silence pendant très longtemps. La première chose que l'on apprend sur une petite ville, c'est que les nouvelles voyagent plus vite que la vérité. Au moment où je suis entrée dans le restaurant le lendemain matin de la remise des documents par le shérif, la moitié de la ville était déjà au courant. Ils ne connaissaient simplement pas les détails. Et dans un endroit comme le comté de Mason, les détails empêchent rarement les gens de se faire une opinion. La clochette au-dessus de la porte du restaurant a tinté quand je suis entrée. Les conversations se sont interrompues, comme c'est toujours le cas lorsqu'une personne inconnue, ou partie depuis longtemps, refait son apparition. Marlène était de nouveau derrière le comptoir, essuyant la même tasse de café qu'elle avait probablement déjà essuyée 10 fois. Elle a levé les yeux vers moi en inclinant la tête avec compassion. « Eh bien, j'ai entendu dire, » dit-elle doucement. Bien sûr, elle avait entendu. Je me suis glissée sur le même tabouret que la veille. « Bonjour, Marlène. » Elle a versé mon café sans me le demander. « Tu vas te battre ?» a-t-elle demandé gentiment. J'ai enroulé mes 2 mains autour de la tasse chaude. « Je vais me présenter, » ai-je dit. C'était la réponse la plus honnête que je pouvais donner. De l'autre côté du restaurant, M. Donnelly faisait semblant de lire son journal, tout en tendant une oreille vers nous. Cela m'a rappelé une phrase que ma grand-mère répétait souvent à propos des petites villes. « L'intimité n'est qu'une illusion polie. » J'ai bu une gorgée de café et j'ai regardé par la fenêtre en direction du tribunal, de l'autre côté de la rue. Ce même tribunal où mes parents avaient décidé de régler cette affaire. Non pas autour d'une table de cuisine, ni par un appel téléphonique, mais devant un juge et une salle pleine d'inconnus. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la profondeur de leur colère. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard. 3 semaines, cela peut sembler long quand on attend quelque chose de désagréable. J'ai passé la majeure partie de ces journées à réparer de petites choses autour de la maison de ma grand-mère. La moustiquaire de la porte avait besoin d'une nouvelle charnière. Les marches du porche étaient bancales. Le pommier dans la cour n'avait pas été taillé depuis des années. Travailler de mes mains me permettait de garder l'esprit tranquille.
Cela maintenait également les commérages de la ville à un niveau gérable. Malgré tout, les gens s'arrêtaient, pas pour aider, mais surtout pour observer. La vieille Madame Talbot, qui habitait plus bas dans la rue, s'est approchée un après-midi avec un plat en gratin et la curiosité écrite sur tout le visage. « J'ai entendu dire que tes parents t'attaquaient en justice », a-t-elle dit en me tendant le plat. « C'est ce que disent les papiers », ai-je répondu. Elle a soupiré comme le font les personnes âgées lorsqu'elles s'apprêtent à partager une opinion. « Avant, les familles réglaient leurs problèmes sans avocat », a-t-elle déclaré. « Maintenant, tout le monde veut qu'un juge leur dise qui a raison. » Elle n'avait pas tort, mais je n'ai pas cherché à débattre. Quelques jours avant l'audience, j'ai rencontré l'homme qui représentait mes parents. Il s'appelait Arlan Pierce. Il était exactement le genre d'avocat que l'on s'attend à trouver dans un tribunal de comté, chaussures cirées, cheveux gris soignés et le sourire confiant de quelqu'un qui a gagné plus d'affaires qu'il n'en a perdu. Il m'a arrêté à l'extérieur, sur les marches du tribunal, un après-midi. « Mademoiselle Carter », a-t-il dit en me tendant la main. Je l'ai serré. « Maître Pierce ». Il m'a examiné attentivement. Pas d'une manière impolie, plutôt comme un mécanicien qui inspecte un moteur qu'il ne connaît pas. « Je représente vos parents », dit-il, bien que je me doute que vous le sachiez déjà. En effet, il a hoché la tête. Je suis sûre que vous comprenez également leur inquiétude. L'héritage de votre grand-mère représente un atout important pour eux à ce stade de leur vie. L'argument était lancé. J'ai gardé mon calme. Ma grand-mère a laissé un testament. Oui, a-t-il répondu. Et les testaments peuvent être contestés lorsque les circonstances soulèvent des questions. Il a marqué une pause. Si vous souhaitez éviter des frais de justice inutiles, nous pourrions régler cela discrètement. Quel genre d'arrangement ? Ai-je demandé. Il a souri poliment. Céder la propriété à vos parents. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai répété la même chose qu'à Marlène. Je serai présente au tribunal. Son sourire s'est légèrement crispé. Eh bien, dit-il en ajustant sa cravate, je suppose que nous verrons ce que le juge en pense. Plus tard dans la soirée, je me suis assise à la table de la cuisine dans la maison de ma grand-mère, le testament étalé devant moi. Le document était simple. Grand-mère Ruth n'avait jamais été une femme compliquée. La ferme et les 2 acres de terre m'étaient légués, mais il y avait une note jointe. Pas une clause juridique, juste un mot qu'elle avait rédigé de son écriture soignée. « Émilie, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je sais que tes parents ne te comprennent pas comme je le fais, mais j'ai toujours cru que tu étais plus forte qu'ils ne l'ont jamais pensé. Ne laisse personne te dicter qui tu es. » J'ai replié la note lentement. Grand-mère avait toujours su voir au-delà des préjugés des gens. Elle savait exactement comment cette ville et mes parents allaient me juger. La veille de l'audience, mes parents sont revenus à la ferme. J'ai vu leur Buick s'engager dans l'allée juste après-midi. Je suis sortie avant qu'ils n'atteignent le porche. Mon père ne s'est pas encombré de salutations. « Dernière chance », a-t-il dit sans détour. Pourquoi faire ? Pour faire ce qu'il faut. Ma mère a croisé les bras. « Tu as toujours été têtue, Émilie, même enfant. » Je n'ai pas répondu. Mon père a désigné la maison de la main. Cet endroit appartient à cette famille. C'est vrai, ai-je dit doucement. Et je fais partie de cette famille. Ma mère a ricané. Tu as cessé de faire partie de cette famille le jour où tu es parti. Cette phrase est restée suspendue dans l'air comme un nuage d'orage. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Finalement, mon père a secoué la tête. « Demain va être embarrassant pour toi », a-t-il déclaré. J'ai plongé mon regard dans le sien, calmement. Nous verrons bien. Ils sont repartis 1 minute plus tard, et je suis restée là, dans l'allée, à regarder la poussière retomber. Ni en colère, ni effrayée, juste fatiguée. Le matin de l'audience est arrivé, plus froid que le reste de la semaine. Le vent d'octobre faisait claquer le drapeau du tribunal pendant que je gravissais les marches. À l'intérieur, le couloir sentait légèrement le vieux papier et la cire à parquet. Les portes de la salle d'audience étaient déjà ouvertes.
des habitants de la ville étaient venus assister à la scène. Non pas parce qu'ils s'intéressaient aux droits immobiliers, mais parce que les drames familiaux ont toujours été le divertissement le plus populaire dans les petites villes. Mes parents étaient assis au premier rang, à côté de leur avocat. Ma mère a évité mon regard. Mon père fixait droit devant lui. J'ai pris place à la table d'en face. Pas d'avocat à mes côtés. Juste un dossier de documents et un esprit serein. Maître Pierce m'a jeté un coup d'œil et a haussé les sourcils. « Vous vous représentez vous-même » a-t-il demandé doucement. « Oui. » Il a gloussé poliment. « Eh bien, c'est courageux. » Peut-être pensait-il que c'était insensé, peut-être que ça l'était. Mais j'avais appris une chose au fil des ans. Quand la vérité est simple, elle n'a pas toujours besoin de grands mots. L'huissier a réclamé le silence dans la salle. Le juge est entré et l'affaire Carter contre Carter a officiellement commencé. Aucun d'entre nous ne le savait encore, mais avant la fin de cette journée, la salle entière allait regarder mes parents d'un œil très différent. Le juge s'appelait Harold Whittaker. C'était un homme mince, approchant de la soixante-dizaine, aux cheveux argentés et avec ce genre de regard fatigué que l'on voit chez ceux qui ont écouté toutes les versions possibles des conflits humains. Il n'avait pas l'air impatient d'arbitrer qui que ce soit. Il avait plutôt l'air de vouloir être chez lui, avec une tasse de café et un Porsche tranquille. Lorsqu'il s'est assis, il n'a pas frappé avec son marteau ni fait de spectacle. Il a simplement fait un signe de tête à l'huissier, a ajusté les papiers devant lui et a dit « Bien, commençons ». L'huissier a annoncé l'affaire. Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. Les néons bourdonnaient faiblement au plafond. Quelqu'un au fond a toussé dans sa manche. Le juge Whittaker a d'abord regardé mes parents. « Monsieur et Madame Carter », a-t-il dit, « vous contestez le testament de feu Ruth Carter. Maître, vous avez la parole. » Harlan Pierce s'est levé avec aisance, a boutonné la veste de son costume et s'est avancé vers la barre comme s'il s'apprêtait à prononcer un sermon. « Votre honneur », a-t-il commencé. « C'est une affaire douloureuse pour mes clients. Oh, ils vivent dans cette communauté depuis des décennies. Ils ont pris soin de Madame Ruth Carter dans ces dernières années. La propriété en question a longtemps été considérée comme une maison familiale, un bien qui devrait raisonnablement revenir aux parents qui ont maintenu les liens et les responsabilités de la famille. Il a parlé avec le ton prudent de quelqu'un qui essaie de paraître à la fois compatissant et juste. Puis, il s'est légèrement tourné, juste assez pour inclure l'assistance. Pendant ce temps, la défendresse, a-t-il dit en hochant la tête dans ma direction, a été absente pendant des années. Elle n'a pas contribué à l'entretien de la maison. Elle n'a pas participé aux soins familiaux. Elle n'est revenue qu'après le décès de Madame Carter, lorsqu'il y avait quelque chose à y gagner. Mon estomac ne s'est pas noué. J'avais entendu des variantes de cette phrase toute ma vie. Il a poursuivi « Nous demandons au tribunal de reconnaître l'abus de faiblesse et, à tout le moins, l'injustice de l'attribution de cette propriété à quelqu'un qui a, dans les faits, abandonné sa famille. » Tout était formulé poliment, mais la portée était aussi tranchante qu'une gifle. Le juge Whittaker a écouté sans l'interrompre. Son stylo glissait lentement sur un bloc-notes. Lorsque Pierce eut terminé, le juge regarda mes parents. « Madame Carter » a-t-il demandé, « souhaitez-vous prendre la parole ?» Ma mère s'est levée comme si elle n'attendait que la permission de déverser tous les griefs qu'elle avait accumulés pendant des années. « Oui, votre honneur » a-t-elle répondu d'une voix tendue. « Je le souhaite. » Elle a fait face au juge, mais ses yeux n'arrêtaient pas de faire des allers-retours vers moi, comme si j'étais une tâche qu'elle ne parvenait pas à effacer. « Je l'ai élevé » a déclaré ma mère. « Je l'ai nourri, je l'ai habillé. J'ai fait tout ce qu'une mère est censée faire. Et qu'ai-je obtenu en retour? Elle est partie. Elle a claqué la porte comme si nous ne comptions pas. » Mon père acquiesçait à côté d'elle, la mâchoire crispée. La voix de ma mère s'est élevée. Non par force, mais par désespoir. « Elle n'a pas appelé » a-t-elle poursuivi. « Elle ne venait pas pour les fêtes. Elle n'est même pas venue quand sa grand-mère est tombée malade. Et maintenant,
Elle veut prendre la maison après tout ce que nous avons fait. Le juge Whittaker a légèrement levé la main, non pas pour l'arrêter, mais pour calmer le rythme. Je comprends que vous soyez bouleversé, a-t-il dit. Mais ma mère avait dépassé le stade du calme. Elle a tourné la tête vers moi, et quelque chose s'est durci sur son visage, comme si la dernière once de tendresse avait été remplacée par de l'amertume. Et puis, elle l'a dit. Ce n'est qu'une fille inutile. Pas égarée, pas confuse. Inutile. Le mot a résonné dans la pièce et s'est figé, comme un objet lourd que l'on laisse tomber sur un parquet. Pendant une seconde, personne n'a parlé. J'ai entendu une chaise grincer, un léger halètement, le frottement de chaussures. Le regard du juge Whittaker est passé de ma mère à moi. Il a étudié mon visage comme on scrute une photographie que l'on ne comprend pas tout à fait. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas secoué la tête. Je ne me suis pas défendue. Je suis restée silencieuse car, si j'avais protesté, la salle se serait transformée en un champ de bataille émotionnelle. La sienne contre la mienne. Et ma mère s'entraînait pour cette bataille depuis des années. Le juge Whittaker s'est doucement raclé la gorge. « Monsieur Carter, » a-t-il dit à mon père, « souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Mon père s'est levé plus lentement, comme si le simple fait de se lever était une déclaration. « Elle a toujours été têtue, » a-t-il commencé. « Elle n'a jamais voulu faire les choses de la bonne manière. Nous avons essayé de la guider, mais elle pensait tout savoir mieux que tout le monde. Et puis, elle nous a laissés pour tout gérer seule. Nous ne sommes plus tout jeunes, votre honneur. » Cette partie-là était vraie. Ils n'étaient pas plus jeunes, mais leur âge ne rendait pas leur cruauté moins acérée. Pierce est intervenu de nouveau avec fluidité, sentant qu'il avait l'avantage. « Votre honneur, » dit-il, « mes clients ont un revenu fixe, l'augmentation des impôts, les frais médicaux, le coût de l'entretien de la propriété. Ces pressions sont importantes. Cette maison représente la stabilité pour eux. » Le juge Whittaker a hoché la tête lentement. « Je suis conscient de ces réalités, » a-t-il déclaré. Puis, il m'a regardé. « Mademoiselle Carter, » dit-il, « vous vous représentez vous-même. Vous pouvez répondre. » Toutes les têtes de la salle se sont à nouveau tournées vers moi. Je me suis levée. J'avais les paumes sèches. Mon cœur battait la chamade, mais d'un rythme régulier. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais appris à porter mes émotions sans les laisser se répandre partout. « Oui, votre honneur, » ai-je répondu. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai regardé le juge. Ma grand-mère a rédigé son testament très clairement, ai-je dit. J'en ai une copie ici. J'ai également des documents attestant de notre relation et des preuves montrant que j'étais en contact avec elle lorsque je le pouvais. Pierce a esquissé un petit sourire dubitatif. « En contact ?» a-t-il répété doucement, comme si c'était une plaisanterie. J'ai ouvert mon dossier et j'en ai sorti les documents que j'avais préparés. Des lettres, quelques emails imprimés et un simple relevé des mandats postaux que j'avais envoyés à ma grand-mère au fil des années. Le juge Whittaker s'est légèrement penché en avant. « Apportez-les au greffier, » a-t-il dit. Je me suis avancée avec les papiers, je les lui ai remis et je suis retournée à ma place. Il n'y avait rien de dramatique. Pas de cris, pas de discours sur le fait que j'étais incomprise. Juste du papier et la vérité. Le juge Whittaker a commencé à lire les documents, ses yeux bougeant avec attention. Un silence plus lourd qu'auparavant est retombé sur la salle d'audience. Pierce a déplacé son poids d'un pied sur l'autre. Ma mère fixait le juge comme si elle pouvait le forcer à décider plus vite. Le visage de mon père est resté impassible, mais ses mains se sont crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Le juge Whittaker s'est attardé sur une page un peu plus longtemps que sur les autres. Son expression n'a pas beaucoup changé, il a juste légèrement plissé les yeux. Puis, il a relevé la tête, d'abord vers mon dossier, puis vers moi. Et pour la première fois de la matinée, son regard s'est posé sur moi pendant plus d'une seconde, comme s'il remarquait quelque chose qui avait échappé à toute la salle. Il a posé son stylo. «
Maître Pierce, a-t-il dit d'une voix neutre. Approchez. Pierce s'est avancé avec assurance au début, mais j'ai perçu une brève lueur d'incertitude lorsque le juge a demandé « Ne savez-vous vraiment pas qui elle est ?» Et tandis que le visage de Pierce se figeait, j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Ma mère a légèrement ouvert la bouche. Mon père a cligné des yeux fortement, et leurs deux visages ont commencé à perdre de leur couleur. Lorsque le juge Whittaker a posé cette question, la salle est restée immobile. « Maître », a-t-il répété lentement et calmement, « ne savez-vous vraiment pas qui elle est ?» Arlan Pierce se tenait à l'avant de la salle d'audience, une main posée sur le bord du bureau. Un instant plus tôt, il paraissait confiant, tel un homme guidant une affaire facile vers sa conclusion. Maintenant, sa posture avait très légèrement changé. Mais je l'avais vu. Ses épaules s'étaient contractées. Son sourire avait disparu. Pour la première fois de la matinée, il m'a regardé directement. Pas le coup d'œil furtif de tout à l'heure, mais un regard plus long. Le genre de regard que l'on jette quand on réalise soudain qu'on a manqué quelque chose d'important. « Sauf erreur de ma part », a dit Pierce avec prudence. « Elle est la défendresse dans cette affaire, votre honneur. » Le juge Whittaker n'a pas souri. « Non », a-t-il répondu doucement. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » La salle est restée silencieuse. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un chuchoter. Ma mère s'est penchée en avant sur son siège. Mon père a froncé les sourcils, visiblement irrité que l'audience ait pris une tournure étrange. Le juge Whittaker a pris l'un des documents de la pile que le greffier lui avait remise. Il a tapoté le papier une fois avec son stylo. « Maître », a-t-il répété, avant de présenter des arguments sur la moralité d'une personne. « Ouais, il est généralement judicieux de comprendre qui est cette personne. » Pierce s'est raclé la gorge. « Eh bien, votre honneur, s'il y a un élément pertinent pour l'affaire… »« Il y en a un », a coupé le juge. Il a tourné le document pour que Pierce puisse le voir. De là où j'étais assise, je savais déjà de quelle page il s'agissait. La lettre de vérification du département des anciens combattants, celle confirmant mes états de service. Pierce s'est légèrement penché en avant pour la lire. Le silence s'est prolongé suffisamment longtemps pour que les gens au fond de la salle commencent à s'agiter sur leurs sièges. Puis, les yeux de Pierce se sont écarquillés. Juste un peu, mais assez. Il s'est redressé lentement. « Je n'étais pas au courant », a-t-il déclaré. Le juge Whittaker l'a regardé par-dessus ses lunettes. « C'est évident. » Ma mère avait l'air confuse. « Votre honneur », a-t-elle demandé sèchement. « Quel est le rapport ?» Le juge ne lui a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a reporté son attention sur l'Assemblée. Puis, il a prononcé une phrase simple. « Mademoiselle Carter a servi 8 ans dans le corps des Marines des États-Unis. » Les mots sont restés suspendus dans l'air comme l'écho d'une cloche. Pendant un instant, personne n'a parlé. Dans une petite ville américaine, surtout une ville remplie de retraités et d'anciens combattants, ces mots avaient du poids. On pouvait le sentir traverser la pièce. Un homme au fond s'est redressé sur sa chaise. Un autre homme plus âgé a enlevé sa casquette. Mon père a cligné des yeux. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte. « Elle quoi ?» a-t-elle murmuré. Le juge Whittaker a continué d'un ton mesuré. Selon les documents fournis, Mademoiselle Carter a effectué de multiples déploiements à l'étranger et a reçu plusieurs citations honorifiques au cours de son service. Il a reposé le document. Normalement, je ne fais pas de commentaires sur des questions personnelles dans un litige successoral, a-t-il ajouté. Mais lorsque la moralité de quelqu'un est remise en question publiquement, le contexte a son importance. La salle d'audience est restée silencieuse. Mes parents me fixaient, comme s'ils regardaient une inconnue. Et d'une certaine manière, c'était le cas, parce qu'ils n'avaient jamais posé la question. Pas une seule fois. Pas en 8 ans. Mon père s'est penché en avant lentement. « Tu étais dans les Marines ?» a-t-il demandé. Sa voix semblait hésitante, pas en colère, juste désorientée. J'ai acquiescé une fois. « Oui. » Ma mère a secoué la tête, l'incrédulité inscrite sur le visage. « Ce n'est pas possible, » dit-elle. « Tu ne nous as jamais dit ça. » J'ai gardé une voix calme.
Vous n'avez jamais demandé. Ces 4 mots ont semblé frapper plus fort que tout ce qui avait été dit ce matin-là. Ma mère s'est adossée à sa chaise. Mon père s'est frotté la mâchoire. Maître Pierce s'est à nouveau raclé la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la salle. Votre honneur, a-t-il commencé. Bien que le service militaire soit admirable, je ne vois pas en quoi cela change la question de l'héritage. Le juge Whittaker a légèrement hoché la tête. Vous avez raison, a-t-il déclaré. Le service militaire à lui seul ne détermine pas un héritage. Il a fait une pause, mais il remet en question le récit selon lequel mademoiselle Carter serait... Quelle était l'expression utilisée tout à l'heure? Ses yeux se sont tournés vers ma mère. Une fille inutile. Le visage de ma mère a rougi. Je ne voulais pas dire... Le juge a levé doucement la main. Ce tribunal n'est pas là pour arbitrer les insultes familiales, a-t-il précisé. Il a de nouveau baissé les yeux sur les documents. Cependant, a-t-il continué, il est clair que le portrait présenté précédemment était incomplet. Pierce s'est réajusté sur ses appuis. Mes clients n'étaient pas au courant de cette information, a-t-il dit rapidement. C'est précisément le problème, a rétorqué le juge. Il m'a de nouveau regardé. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mentionné plus tôt? J'ai réfléchi à la question un instant. La réponse était simple. Parce que je pensais que cela n'avait pas d'importance, ai-je répondu. Et c'était le cas. Je n'étais pas revenue dans le comté de Mason pour impressionner qui que ce soit. J'étais venue parce que ma grand-mère m'avait réclamé de la seule façon dont elle le pouvait, par le biais d'un testament. Le juge m'a étudié en silence. Puis, il a hoché la tête. C'est juste. Derrière moi, quelqu'un a chuchoté « Semper Fi ». Je ne me suis pas retournée, mais je l'ai entendu, et cela a réveillé une chaleur familière dans ma poitrine. Le juge Whittaker a redressé la pile de documents et a regardé les 2 tables. « Très bien », a-t-il déclaré. « Revenons-en à l'affaire en cours. » Mais l'atmosphère de la pièce avait changé. Les gens ne me regardaient plus comme une inconnue revenue pour l'argent. Ils regardaient mes parents, et quelque chose dans leur expression indiquait que la même question prenait forme dans tous les esprits. Comment pouvait-il ne pas savoir? Mon père s'est penché vers ma mère et a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle a secoué la tête lentement, toujours sous le choc. La vérité était que mon service militaire ne changeait rien au testament. Il n'allait pas résoudre l'affaire par magie, mais il avait changé autre chose. Il avait mis en lumière un problème plus profond. Car lorsqu'un parent ignore jusqu'aux faits les plus basiques de la vie de son enfant, le tribunal commence à se poser des questions auxquelles aucun document juridique ne peut répondre. Le juge Whittaker a regardé l'horloge au mur. « Nous allons faire une courte suspension de séance », a-t-il annoncé. 10 minutes. Le marteau a frappé une fois. Les gens ont immédiatement commencé à murmurer. Les chaises ont raclé le sol. Des anciens combattants présents dans la salle ont hoché la tête respectueusement dans ma direction en se levant. Je suis restée assise. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient pétrifiés, comme si le sol sous leur certitude venait de se dérober, alors que la véritable conversation n'avait même pas encore commencé. Lorsque le juge a prononcé la suspension de séance, la salle d'audience s'est décrispée, comme le couvercle d'un bocal que l'on parvient enfin à dévisser. Les gens se sont levés, se sont dégourdis les jambes et ont chuchoté entre eux. Dans une petite ville, 10 minutes suffisent amplement pour qu'une rumeur fasse le tour complet de la pièce. Je suis restée à ma place. Mes mains reposaient sur la table, les doigts croisés, exactement comme on m'avait appris à les placer pendant les briefings, des années auparavant. Les vieilles habitudes vous collent à la peau longtemps après que vous ayez quitté l'uniforme. Un homme dans les 70 ans est passé lentement devant ma table. Il portait une casquette délavée sur laquelle était brodé « Vétéran de Corée ». Il s'est arrêté à côté de moi. « Marine ?» a-t-il demandé doucement. « Oui, monsieur. » Il a hoché la tête une fois. « Semper Fi ?»« Semper Fi ?» ai-je répondu. Puis, il a continué vers le couloir. Ce n'était pas spectaculaire, juste un simple échange entre 2 personnes qui comprenaient quelque chose qui échappait au reste de la salle.
De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient toujours assis à leur place. Ils n'avaient pas bougé. Mon père s'est penché vers ma mère, parlant à voix basse. Elle continuait de secouer la tête, son expression étant un mélange de confusion et d'autres choses que je n'arrivais pas encore à identifier. Peut-être du regret, peut-être de l'incrédulité, peut-être la lente prise de conscience qu'ils avaient passé des années à raconter sur moi une histoire qui n'avait plus de sens. Maître Pierce se tenait à côté d'eux, chuchotant rapidement. Son assurance polie s'était évanouie. Il m'a jeté un regard furtif, puis a détourné les yeux. Je pouvais presque entendre ses pensées. Il avait construit son argumentation sur l'image de ce que j'étais censé être. Désormais, cette image s'était fissurée. 10 minutes plus tard, l'huissier a rappelé tout le monde à sa place. Le juge Whittaker est retourné à son siège et a de nouveau ajusté les papiers devant lui. « Très bien, » a-t-il dit. « Continuons. » Sa voix était posée, mais quelque chose dans la pièce avait changé. Avant la suspension, les gens étaient curieux. Maintenant, ils écoutaient. « Maître Pierce, » a invité le juge, « vous pouvez poursuivre avec vos autres arguments. » Pierce s'est de nouveau levé, mais cette fois, son ton était plus prudent. « Votre honneur, » a-t-il commencé, « bien que le tribunal ait appris de nouvelles informations sur le passé de mademoiselle Carter, la question juridique reste inchangée. » Il a fait un geste vers le testament. La question posée au tribunal est de savoir si le transfert de propriété a été influencé de manière injuste. Le juge Whittaker a hoché la tête. « Et quelles sont vos preuves pour étayer cette affirmation ?» Pierce a hésité. « Eh bien, mes clients croient que… » Le juge l'a interrompu doucement. « N'est pas une preuve. » La salle est redevenue silencieuse. Pierce a ajusté sa cravate. « Dans ce cas, votre honneur, je demanderai au tribunal de prendre en compte les circonstances plus larges des relations familiales. » Le juge s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Carter, » a-t-il dit, « souhaitez-vous vous adresser au tribunal avant que je n'examine les derniers documents ?» Je me suis levée à nouveau. Ma chaise a glissé doucement sur le sol. Pour la première fois de la matinée, j'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Pas physiquement, mais dans leur certitude. Ma grand-mère et moi nous parlions souvent, ai-je dit calmement. Pas toutes les semaines, mais quand nous le pouvions. Ma mère a poussé un petit rire méprisant. C'est faux. Je n'ai pas réagi. Je lui envoyais des lettres, ai-je poursuivi. Parfois de l'argent quand elle avait besoin d'aide pour faire les courses ou pour des réparations. Le juge a de nouveau feuilleté les documents. Je vois plusieurs mandats postaux ici, a-t-il confirmé. Mon père a froncé les sourcils. Elle ne nous a jamais parlé de ça. J'ai croisé brièvement son regard. Elle m'a demandé de ne pas le faire. La voix de ma mère s'est élevée. Pourquoi aurait-elle fait ça? J'ai répondu honnêtement. Parce qu'elle ne voulait pas que vous pensiez que j'essayais de prouver quelque chose. Le juge s'est légèrement adossé. Et pourquoi vous a-t-elle laissé la maison? A-t-il demandé. J'ai longuement réfléchi à la question. La réponse n'était pas juridique, elle était personnelle. Parce qu'elle croyait que j'en prendrais soin, ai-je répondu. Pierce a croisé les bras. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, les déclarations émotionnelles ne déterminent pas le droit des successions. C'est exact, a approuvé le juge Whittaker. Il a de nouveau baissé les yeux sur le testament. C'est pourquoi nous examinons l'intention écrite. Il a tapoté doucement une page. Le testament est clair. Il a marqué une pause assez longue pour que tout le monde dans la salle se penche légèrement en avant. Ruth Carter a légué la propriété à sa petite-fille, Emily Carter. Ma mère s'est levée brusquement. « Ce n'est pas juste !» s'est-elle exclamée. L'huissier s'est avancé. « Madame !» Le juge Whittaker a levé la main. « Madame Carter !» a-t-il dit calmement. « Je comprends que ce soit difficile. »« Mais c'est faux !» a-t-elle insisté. « C'est nous qui étions là tous les jours. » Le juge a acquiescé. « C'est peut-être vrai, » a-t-il dit. « Mais la présence seule ne prévaut pas sur un testament écrit. » Mon père s'est levé à côté d'elle. « Alors c'est ça !» a-t-il lâché. « Elle le prend, un point c'est tout. »
Le juge les a regardés tous les deux pendant un long moment. Puis, il a dit quelque chose d'inattendu. « Cette affaire ne concerne pas vraiment la maison, n'est-ce pas ?» Personne n'a répondu. Il a continué. « Il s'agit d'années de ressentiments qui ont finalement atterri dans une salle d'audience. » La salle est restée silencieuse. Le juge Whittaker m'a regardé, puis a reporté son attention sur mes parents. « Votre fille a servi ce pays pendant 8 ans, » a-t-il déclaré. « Elle est revenue en ville discrètement et ne vous a pas insulté dans cette salle d'audience. » Il a croisé les mains. Cela en dit long sur sa moralité. Mes parents n'ont pas répondu. Ils se sont contentés de fixer le sol. Le juge a repris. « Le tribunal confirmera le testament tel qu'il a été rédigé. » Le marteau a frappé une fois. « La propriété appartient à mademoiselle Carter. » Cela aurait dû ressembler à une victoire. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment, car la vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, il suffit de rester immobile pendant que la vérité rattrape les gens. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, j'ai lentement rassemblé mes papiers. De l'autre côté de l'allée, mes parents sont restés assis. Pour la première fois depuis des années, ils semblaient ne pas savoir quoi me dire, et cette incertitude était plus lourde que toutes les disputes que nous avions jamais eues. Lorsque la salle d'audience s'est vidée, le bruit n'a pas disparu d'un seul coup. Il s'est estompé lentement. Les gens se dirigeaient vers le couloir en traînant les pieds. Les chaises raclèrent le plancher en bois. Quelques voix murmuraient des au revoir polis au juge. Je suis restée à ma place un moment, laissant la salle s'apaiser. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient toujours assis à leur table. Ma mère fixait le sol. Les mains de mon père étaient là fermement croisées, comme s'il essayait de les empêcher de trembler. Leur avocat, Arlan Pierce, s'est penché et leur a dit quelque chose doucement. Je n'ai pas pu entendre les mots, mais à son expression, j'ai deviné que l'assurance dont il avait fait preuve plus tôt dans la matinée s'était envolée. Il a tapoté maladroitement l'épaule de mon père et a quitté la pièce. Et tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés tous les trois. Plus d'avocats, plus de juges, juste une famille qui ne savait plus se parler depuis des années. J'ai rassemblé mon dossier et je me suis levée. L'instinct de fuir était puissant. C'est ce que j'avais fait la dernière fois que les choses avaient dégénéré entre nous. J'étais partie avant que quelqu'un ne puisse prononcer des mots irréversibles. Mais quelque chose dans le calme de cette pièce m'a retenue. Mon père a levé les yeux le premier. Sa voix était rauque lorsqu'il a pris la parole. « Tu étais vraiment dans les Marines ?» J'ai acquiescé. « Oui. » Il m'a dévisagé pendant un long moment, comme s'il essayait de mesurer la distance entre la fille dont il se souvenait et la personne qui se tenait devant lui maintenant. « 8 ans ?» a-t-il demandé. « Oui. » Ma mère a fini par relever la tête. « Tu ne nous l'as jamais dit » a-t-elle répété. Mais cette fois, sa voix ne portait pas la même accusation. Elle semblait plus petite, fatiguée. « Vous n'avez jamais demandé » ai-je répondu gentiment. Ces mots n'avaient pas pour but de blesser. C'était simplement la vérité. Mon père s'est frotté la nuque, une habitude qu'il avait depuis mon enfance dès qu'il ne savait pas quoi dire. « Eh bien, » a-t-il marmonné. « Je suppose que non. » Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis, ma mère a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. « Tu as été à l'étranger ?» J'ai hoché la tête à nouveau. Quelquefois. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Et nous ne le savions même pas. Cette prise de conscience a semblé les frapper tous les deux en même temps. Des années avaient passé. Des événements s'étaient reproduits. Le danger, la distance, les déploiements, et ils n'en avaient rien su. Non pas parce que je l'avais caché, mais parce que nous avions cessé de nous parler bien avant le début de ces années-là. Mon père s'est levé lentement. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose sur la défensive. Au lieu de cela, il a regardé autour de la salle d'audience vide en soupirant. « Toute cette histoire était une erreur », a-t-il dit doucement. Ma mère s'est tournée vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a désigné la porte par laquelle le juge était sorti. «
traîner notre fille au tribunal pour une maison, a-t-il répondu. Le mot fille semblait inhabituel dans sa bouche, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. Les épaules de ma mère se sont légèrement affaissées. Je pensais juste qu'elle ne se souciait plus de nous, a-t-elle avoué. Je me suis approchée de leur table. Je m'en souciais, ai-je dit. Mais avant que je ne parte, à chaque fois que nous parlions, ça se terminait en dispute. Mon père a hoché la tête lentement. C'est vrai. Il m'a jeté un nouveau coup d'œil. Tu as toujours voulu faire les choses à ta manière? Oui, ai-je répondu. Et ça vous effrayait? Il ne l'a pas nié. Pendant un long moment, nous sommes restés tous les trois debout dans la salle d'audience silencieuse. La colère qui avait alimenté toute cette affaire semblait soudainement bien dérisoire comparée aux années que nous avions perdues. Finalement, ma mère a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire de la maison ?» J'ai repensé à la petite ferme à la sortie de la ville, aux marches grinçantes du porche, au pommier sous lequel ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir l'après-midi. « Je vais la retaper », ai-je répondu. Mon père a hoché la tête une fois. « Elle en a besoin. » Nous savions tous que c'était vrai. Le toit avait probablement besoin d'être remplacé. La rambarde du porche commençait à pencher. Ma grand-mère s'était débrouillée du mieux qu'elle avait pu, mais la maison avait vieilli avec elle. Mon père a changé de position et s'est raclé la gorge. « Si tu as besoin d'aide pour le toit, dit-il, je connais encore 2 ou 3 choses sur les bardeaux. » J'ai scruté son visage. Il ne proposait pas son aide pour essayer de contrôler quoi que ce soit. Il le proposait parce qu'il ne savait pas comment faire autrement pour combler le fossé qui nous séparait. « Ce serait gentil, ai-je dit. Ma mère a eu l'air soulagée rien qu'en entendant cela. Elle s'est levée lentement et a pris son sac à main. « Je suppose, a-t-elle dit avec hésitation, que nous devrions passer te voir un de ces jours. »« Vous êtes les bienvenus, ai-je répondu. Pas une grande invitation, juste une invitation simple, le genre qui laisse de la place pour que la confiance renaisse. » Nous sommes sortis du tribunal ensemble. Le soleil de l'après-midi avait réchauffé les marches de briques, et quelques habitants s'attardaient de l'autre côté de la rue, faisant semblant de ne pas nous regarder. Les petites villes ne changent pas du jour au lendemain, mais parfois, la façon dont les gens vous regardent, si. Mon père s'est arrêté près de sa voiture. « Eh bien, a-t-il dit, on se reverra dans les parages. » J'ai acquiescé. « Ouais, ai-je répondu. Certainement. » Alors qu'il s'éloignait, je suis restée là encore 1 minute. Le tribunal derrière moi, la rue calme devant moi, et quelque part au-delà des limites de la ville, la ferme de ma grand-mère, dans l'attente d'un nouveau chapitre. L'affaire était close, mais autre chose venait de commencer. Quelque chose de plus lent, de plus difficile. Apprendre à être une famille à nouveau. Le premier dimanche après l'audience a été plus froid que la semaine précédente. Le mois d'octobre dans l'Ohio a le don de vous prendre par surprise. Un jour, les arbres paraissent dorés et chaleureux. Et le lendemain matin, l'air porte cette morsure glaciale qui vous rappelle que l'hiver n'est pas loin. J'étais debout sur une échelle devant la ferme de ma grand-mère quand j'ai entendu le bruit de pneus sur le gravier. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir à qui appartenait la voiture. La vieille Buick de mon père avait un cliquetis dans le pot d'échappement que l'on pouvait entendre à près d'1 kilomètre à la ronde. Je suis descendue lentement de l'échelle et je me suis essuyé les mains avec un chiffon. Ils se sont garés près de la grange. Pendant un instant, aucun d'eux n'est sorti de la voiture. Puis, la portière du passager s'est ouverte. Ma mère est sortie la première, tenant un plat à gratin couvert. Certaines choses ne changent jamais. Le repas du dimanche, dans notre famille, avait toujours signifié que quelqu'un apportait de la nourriture. Mon père l'a suivi, marchant vers la maison avec la même démarche assurée qu'il avait toujours eue. Il a levé les yeux vers le toit et a hoché la tête. « Oh, tu avais raison, » a-t-il dit. Ces bardeaux ont dépassé leur date de péremption d'une bonne dizaine d'années. J'ai souri légèrement. C'est pour ça que j'ai commencé à les remplacer. Il s'est approché et a étudié l'échelle, la pile de bardeaux et les outils étalés dans l'herbe. « Tu ne pourras pas finir ça toute seule, » a-t-il dit. « Je sais. » Il a hoché la tête une fois.
Bien. Puis il s'est penché à l'arrière de sa voiture et en a sorti une boîte à outils. Ce ne fut pas un moment théâtral. Pas de discours, pas encore d'excuses. Juste un homme ouvrant une boîte à outils et grimpant sur une échelle. Ma mère est restée dans la cour à nous regarder pendant 1 minute avant de monter les marches du porche. « Je vais poser ça dans la cuisine », dit-elle doucement. La moustiquaire a grincé, exactement comme elle l'avait toujours fait. À l'intérieur de cette maison, les planchers portaient encore le doux grincement des pas de ma grand-mère. L'odeur du café et de la cannelle s'est échappée quelques minutes plus tard. Mon père et moi avons travaillé côte à côte pendant la majeure partie de la matinée, remplaçant les bardeaux, vérifiant les planches en dessous, martelant des clous dans du vieux bois qui avait vu passer plus de saisons que n'importe lequel d'entre nous. Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé, mais travailler ensemble a le don de délier les langues. 8 ans, a fini par dire mon père en me tendant un autre bardeau. C'est long. Oui, c'est vrai. Il a hoché la tête lentement. Tu as dû en voir. Des choses. J'ai pensé aux endroits où j'avais été. La chaleur du désert, l'air de l'océan, les longues nuits sur la base quand le monde semblait si loin de la petite ville de l'Ohio. Quelques-unes, en effet, ai-je répondu. Il n'a pas insisté pour avoir des détails. Peut-être comprenait-il que certaines histoires prennent du temps à être racontées. Vers midi, ma mère nous a appelés depuis le porche. Le déjeuner est prêt. Nous sommes descendus de l'échelle et nous sommes lavés au robinet extérieur, comme nous le faisions après avoir travaillé dans le jardin quand j'étais enfant. Nous nous sommes assis tous les trois autour de la table de la cuisine de ma grand-mère, la même table où elle buvait son thé et racontait des histoires sur la ville d'il y a 50 ans. Pendant un moment, nous avons simplement mangé. Puis, ma mère a posé sa fourchette. « Émilie », dit-elle prudemment. J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, comme si elle ressassait quelque chose depuis un long moment. « Je n'aurais pas dû te traiter de fille inutile », a-t-elle avoué. Les mots sont sortis lentement, comme si chacun d'eux devait surmonter sa fierté pour s'échapper. Mon père a acquiescé à côté d'elle. « Ce n'était pas bien », a-t-il ajouté. Je suis restée assise un moment, laissant le silence s'installer autour de la table. « Vous étiez en colère », ai-je dit. « Oui », a admis ma mère. « Mais ça n'excuse rien. » Mon père s'est raclé la gorge. « Nous ne te comprenions pas », a-t-il expliqué. Et au lieu de poser des questions, nous avons fait des suppositions. J'ai hoché la tête. C'est ce qui arrive dans beaucoup de familles. Ma mère a baissé les yeux sur la table. « J'avais peur », a-t-elle dit doucement. « Peur de quoi ? » Que tu sois partie parce que j'avais échoué avec toi. La pièce est devenue silencieuse. Parfois, la vérité qui se cache sous la colère est bien plus simple que la colère elle-même. « Je ne suis pas partie parce que tu as échoué », ai-je répondu. « Je suis partie parce que j'avais besoin de découvrir qui j'étais. » Mon père s'est adossé à sa chaise. « Il en faut du courage pour faire ça », a-t-il dit. Venant de lui, cela signifiait plus que je ne l'aurais cru. Après le déjeuner, nous nous sommes assis sur le porche. Le pommier dans la cour perdait ses dernières feuilles. Un vent frais traversait les branches. Mon père a regardé les champs pendant un long moment avant de reprendre la parole. « Tu sais, » a-t-il commencé, « avant, les familles réglaient leurs problèmes sur des porches comme celui-ci. »« Avant l'apparition des avocats », a ajouté ma mère. J'ai souri faiblement. Peut-être que nous sommes juste en retard. Nous sommes restés assis là, en silence, pendant un moment. Nous n'avions pas tout réparé. Nous ne faisions que commencer. Avant qu'il ne parte cet après-midi-là, mon père s'est retourné vers la maison. « Nous passerons dimanche prochain », a-t-il annoncé. « Si tu es d'accord. »« Je le suis », ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Parce que parfois, la réconciliation n'arrive pas en un seul instant. Elle arrive à petits pas. Des déjeuners partagés, des toits réparés, et des conversations qui finissent par avoir lieu après des années de silence. Alors, si vous écoutez cette histoire et qu'elle vous rappelle quelqu'un de votre propre famille, peut-être un fils, peut-être une fille, peut-être quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années,
J'espère que vous vous souviendrez d'une chose que ma grand-mère m'a dite un jour. Les gens ne sont pas toujours ce que vous croyez qu'ils sont. Parfois, ils sont plus forts que vous ne l'avez jamais imaginé. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous pensez que les familles méritent une seconde chance, restez avec nous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Car parfois, les voix les plus silencieuses portent les vérités les plus fortes.